Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver ce jour. Vous regardez Géopolitique internationale sur Afrique Média. Deux sujets seront donc posés sur la table des discussions, deux sujets principaux. On parlera d'abord de l'actualité au Mali. Il ne sera pas possible pour le gouvernement malien d'organiser les élections en février prochain. C'est ce qui ressort en tout cas de la conclusion des assises nationales. Le colonel Assimi Goïta peut alors rester à la tête du pays jusqu'à 5 ans, le temps de stabiliser le pays en proie aux attaques djihadistes. Alors face à cette décision, la CEDEAO a décidé de sanctionner le Mali. Il s'agit entre autres de la fermeture des frontières, le rappel des ambassadeurs de la CEDEAO, le gel des actifs maliens et des aides financières au sein de la communauté ouest-africaine. Alors le Mali également, pour sa part, a appliqué le principe de réciprocité dans une certaine mesure et a décidé de rappeler ses ambassadeurs en Afrique de l'Ouest, entre autres. Le peuple africain, lui, soutient le gouvernement de transition malien et des manifestations sont organisées depuis quelques jours afin de s'insurger contre les sanctions de la CEDEAO. Et puis, en seconde thématique, après plusieurs discussions intenses, Moscou prévient l'Occident que sa patience a des limites. Ce qu'il faut dire également, c'est que la Russie n'exige rien de moins qu'un nouveau pacte en matière de sécurité, tandis que l'OTAN et les États-Unis proposent en revanche d'explorer avec la Russie, avec bien sûr le président Vladimir Poutine, d'autres pistes pour rétablir la confiance, notamment des ententes réciproques pour limiter le déploiement d'armes et la tenue d'exercices près des frontières russes. Alors, comprendre le conflit entre la Russie et l'OTAN, ce sera bien sûr en seconde partie de cette émission. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci d'être au rendez-vous ce jour sur Afrique Média. Je m'en vais donc très rapidement présenter ceux qui vont nous accompagner pour cet autre numéro de Géopolitique internationale. D'abord, Gamal Abina, vous êtes avec nous aujourd'hui encore. Avec vous tout à l'heure, lorsqu'on abordera l'actualité géopolitique, on parlera, une fois de plus, on reviendra sur le Mali, qui a accusé cette semaine, on l'a vu, la France de violer son espace aérien avec ses avions militaires. Bonjour Gamal et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous. On rappelle que vous êtes analyste spécialiste également des questions du Maghreb. Également, on va parler tout à l'heure aussi, dans le cadre de l'actualité géopolitique, on ira du côté de la Turquie, un nouveau partenaire qui compte pour l'Afrique. Et ce sera avec vous, Madame Osnur Siren. Vous êtes spécialiste de la Turquie et journaliste pour la chaîne d'État turque TRT. Bonjour à vous, Madame. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. L'Éthiopie, quelle évolution pour le conflit après le repli des rebelles? Ce sera avec vous, Sébastien Périmoni. Vous êtes rédacteur en chef du site www.afriquefuture.com et membre du bureau Afrique de l'Institut Schiller. Bonjour à vous, monsieur. Bienvenue, Sébastien Périmoni. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs d'Afrique Média. Eh bien voilà, Michael Gamondi, que nous apercevons justement à l'écran. On rappelle que vous êtes analyste à l'agence Observateur Continental. Avec vous, on reviendra sur cette autre actualité. La Corée du Nord qui dit avoir testé un missile hypersonique en présence de Kim Jong-un. Bonjour à vous, monsieur, bienvenue. Bonjour Manuela, bonjour à mes collègues avec qui nous allons participer à la discussion aujourd'hui, à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Alors, ce sera sans transition. On aborde donc la première thématique, l'actualité du côté du Mali, comprendre les sanctions de la CEDEAO contre le pouvoir de la transition au Mali. Alors, je vais commencer par vous, Michael Garmondi-Egorov. On sait que ces sanctions sont tout de même assez graves contre le Mali, cet embargo-là, qui pourrait avoir un impact, du moins si on s'en tient à certaines analyses, un impact assez négatif sur le pays. Alors quel impact justement sur l'avenir du Mali après ces sanctions de la CEDEAO? Il est évident que le Mali qui fait face à une pression déjà qui date de plusieurs mois, on a vu ça du côté
Paris, de l'Élysée tout d'abord. Ça s'est poursuivi individuellement de la part de certains États africains qui sont alignés sur les positions de l'establishment français, hexagonal. Maintenant, lorsqu'ils ont vu que la détermination malienne ne change pas et ne compte pas fléchir, donc ils ont mis à contribution la CEDEAO. Certains analystes, et notamment des experts africains, j'ai vu qu'ils ont ouvertement parlé du fait que la CEDEAO fait un travail de procuration pour le compte de Paris, et je suis d'accord avec cette vision, parce que c'est effectivement cela. Alors évidemment, aujourd'hui, tous les moyens sont mis en œuvre pour punir le Mali pour sa souveraineté, pour avoir assumé pleinement sa souveraineté, pour vouloir choisir librement ses partenaires, notamment extérieurs, et de ne pas fléchir face aux pressions et intimidations auxquelles le pays a dû faire face au cours de tous ces derniers mois. Alors bien sûr, il y a des impacts. Aujourd'hui, quand on a vu l'imposition de ces sanctions, il y a un impact économique qui est visé, c'est-à-dire qu'on cherche à mettre de la pression économiquement sur la partie malienne, puisque plusieurs de ces États, quand on parle de fermeture des frontières, donc ça aura un impact direct sur le passage des marchandises, pour les entrepreneurs des pays concernés, mais aussi ce qu'il faut reconnaître, c'est que le Mali ne sera pas le seul impacté, puisque aujourd'hui on parle déjà du fait qu'un pays comme le Sénégal a beaucoup à perdre aussi, sachant qu'il a quand même des relations économiques, commerciales poussées avec le Mali. D'autres États, c'est pareil. Et finalement, au vu de la détermination que le Mali montre, je pense que le Mali sait bien à quoi il doit se préparer. Surtout qu'il y a aussi une chose qu'il ne faut quand même pas oublier, même si le Mali, effectivement, doit faire face à toute cette pression et toutes ces intimidations, il n'est pas seul. On l'a bien vu qu'il n'est pas seul, même si dans les médias occidentaux, ils ont essayé de créer une image d'un pays prétendument isolé sur la scène internationale, on voit bien que c'est faux. Le Mali dispose d'un soutien international important. On l'a vu ne serait-ce qu'au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, avec la Russie et la Chine qui ont apposé leur droit de veto face justement aux tentatives françaises de soutenir au niveau onusien les sanctions de la CEDEAO. Donc la Russie et la Chine ont bloqué cette tentative. On voit aussi qu'il y a d'autres pays qui soutiennent le gouvernement Mali. On peut citer l'Iran, on peut citer la Turquie. On avait également entendu parler du Qatar qui a aussi affirmé son soutien à la partie malienne, sans oublier les États africains, les États régionaux, comme l'Algérie. D'ailleurs, on a vu que Assimi Goïta a remercié l'Algérie pour son soutien. On a vu également la Guinée, qui est un pays voisin également et qui a déclaré que lui ne compte pas se joindre à ces sanctions et que les frontières avec le pays resteront ouvertes. D'ailleurs, la Guinée a également été remerciée par les autorités maliennes. Il y a aussi la Mauritanie qui entretient des relations cordiales avec l'État malien. Et d'ailleurs même, on peut même faire mention du Maroc, qui, même si le Maroc, on le sait, a quand même des relations très poussées avec les États-Unis et la France, c'est un secret de polichinelle, mais le Maroc aussi, et compte tenu du fait qu'il a une présence économique assez poussée en Mali, c'est selon les chiffres officiels, selon les sources officielles, c'est la 3e destination des investissements du Royaume en Afrique. Et c'est pour ça que le Maroc aussi, jusqu'à maintenant, tout en ayant des relations très proches avec l'establishment occidental, pour l'instant, c'est quand même gardé de critiquer les choix qui ont été faits par le Mali. Donc, on est vraiment dans une situation très intéressante, et je crois que le Mali est très loin d'être seul, d'autant plus, je vais finir par cela, c'est qu'au-delà du fait qu'il dispose d'un soutien international qui est important, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, au vu de la mobilisation sans précédent qu'on observe dans la société malienne, le Mali est déjà gagnant, il est déjà vainqueur dans cette crise, parce que quand le peuple sort aussi massivement pour soutenir le choix des autorités et défendre sa souveraineté de façon aussi claire et déterminée, je pense qu'on peut déjà dire que le Mali et le peuple malien ont déjà gagné. Voilà. Clairement dit. Je poursuis avec vous, Gamal Abina. Tout à l'heure, justement, Michael est revenu sur ces différents alliés là qui soutiennent le Mali, en citant bien sûr également l'Algérie, qui pèse justement de tout son poids pour soutenir le gouvernement de transition. On sait également d'ailleurs que l'Algérie a tout de même, après cette conclusion des assises nationales, l'Algérie a essayé à affirmer qu'on pourrait revoir la durée de la transition. L'Algérie parle de 12 à 16 mois, ce qui pourrait aussi concorder avec la sortie du secrétaire général des Nations Unies qui
propose peut-être un autre calendrier. Alors, est-ce que avec cela, cet avis, du moins cette position de l'Algérie et bien sûr des Nations Unies, le Mali pourrait revoir ses décisions et peut-être trouver le juste milieu? Je ne sais pas si on peut parler de juste milieu, parce que le juste milieu n'est pas dicté par des étrangers. La population malienne a manifesté massivement, et c'est plutôt rare, non pas contre son gouvernement, elle ne l'a jamais fait. En dépit du coup de force, les Maliens ont compris que les militaires voulaient garantir la sécurité de la population parce que les Français ont été des incapables, j'utilise le terme à dessein, incapables d'éradiquer ce qu'on appelle les mouvements terroristes. Donc quand l'Algérie fait ce genre de déclaration, elle ne le fait pas parce qu'elle est d'accord avec la France. En aucun cas, l'Algérie ne sera jamais d'accord avec la France, aucune position que ce soit, parce que l'Algérie a toujours connu, pendant 132 ans, ce qui était la fourberie française. Donc c'est quoi la fourberie française? C'est de prendre une position officielle et de faire le contraire derrière. On se rend compte effectivement que les Algériens poussent les Maliens à adopter une posture diplomatique de modération, en annonçant par exemple un calendrier électoral de 12 mois, mais que de l'autre côté, les Algériens ont parfaitement établi des relations saines avec les autorités maliennes, et que la frontière de 1300 km qui sépare l'Algérie du Mali est ouverte aujourd'hui, est ouverte parce que ça a été fait il y a à peu près 2 mois. Donc les Algériens prennent cette posture diplomatique pour modérer un peu l'offensive occidentale sur le Mali, qui a un problème par rapport évidemment au bloc de l'Est reconstitué. Mais les Algériens rappellent aussi que lorsque, à une menace en Algérie, un groupe terroriste est venu prendre le site gazier, la réponse a été expéditive et militaire et extrême. Ils ont exécuté la totalité des preneurs d'otages, ce qui a été radical depuis plus de 3 ans en Algérie. La méthode algérienne est une méthode qui est utilisée par les Russes en général, qui sont des méthodes radicales, c'est vrai, mais le résultat est édifiant. Personne n'ose après revenir avec des armes pour massacrer les populations ou prendre les gens en otage, ce qui n'est pas la méthode française. La méthode française consiste à négocier avec le terrorisme ou à laisser les groupes djihadistes ou terroristes dans leur section, et que chacun, dans une sorte de guerre de tranchées bien respectée, ne bouge pas de sa section. Il y a quelques escarmouches, mais en règle générale, il n'y a pas l'intention d'éradiquer le phénomène. Donc, lorsque l'Algérie en appelle les Maliens à de la modération, ce n'est pas parce qu'elle est d'accord avec le fait que l'Occident impose un calendrier dictatorial, la dictature de la démocratie. Je considère que la démocratie est un luxe occidental du pays riche. Non, ce n'est pas pour cela qu'elle le fait, c'est pour faire en sorte que le Mali ne soit pas isolé totalement et que l'Algérie puisse prendre pied, fait et cause pour les autorités maliennes. Donc le redécoupage actuel inquiète les Occidentaux, non pas parce qu'ils sont contre le terrorisme, c'est un mensonge. S'ils étaient contre le terrorisme, ils applaudiraient demain du choix malien de prendre un partenaire sérieux pour éradiquer le phénomène. Ils ont un problème qui va au-delà de cela, c'est le néocolonialisme, l'impérialisme occidental qui est en train de se fragiliser en Afrique et qui, on le voit bien, voit arriver les Russes, les Chinois, les Algériens qui font partie effectivement de cette ancienne alliance du bloc de l'Est, et évidemment les Iraniens qui font peur à tout le monde parce que les Iraniens ont une politique aujourd'hui qui est de moins en moins religieuse mais de plus en plus géopolitique, et surtout les Qataris qui eux aussi ont été inquiétés, puisqu'on a failli leur faire la guerre il n'y a pas longtemps, ont décidé de prendre fait et cause pour une posture alternative à celle des Occidentaux en perte de vitesse. Donc oui, les Algériens ont fait cet appel-là, cet appel diplomatique classique des Algériens qui ont toujours eu tendance à jouer la carte de la modération, mais de l'autre côté, en aucun cas, ils ont désavoué les autorités maliennes qui sont souveraines chez elles. La souveraineté est une chose essentielle. Et puis je tiens à rappeler quand même que ces pays occidentaux qui ont l'outrecuidance de se gargariser, de soi-disant soutenir des mouvements démocratiques, donc des pantins occidentaux, des jouets, des laquais, voilà, vraiment des laquais, c'est le terme parfait, occidentaux qui n'ont jamais garanti le développement de leur pays. Ces mêmes occidentaux s'oublient parfois. Quand la dictature en Égypte est rétablie avec un coup d'État militaire qui conduit à 10 000 morts dans la population civile, ça ne dérange personne. On reçoit le président dictateur comme un roi. Quand les rois, les régimes royaux arabes, qui sont les plus effroyables dictatures, massacrent leur population, on l'a vu à Bahreïn et on l'a vu bien ailleurs. On l'a vu aussi en 70, par exemple, en Jordanie, quand leur copain Hussein Jordanie massacre les Palestiniens. Ça ne pose pas de problème. Ils sont toujours reçus royalement. Et ces dictateurs effroyables ne sont jamais inquiétés. Quand le dictateur d'Arabie, qui a sali la terre d'Arabie en l'appelant saoudite, donc le dictateur d'Arabie, va découper en morceaux un journaliste, va massacrer la population Houthi, ça ne pose aucun problème, on continue à y vendre des armes. Ces dictateurs-là, on ne leur parle pas de démocratie. Donc la démocratie à géométrie variable, on la connaît. Quand elle est favorable aux Occidentaux, on l'adore, la dictature. Mais quand elle n'est pas favorable aux Occidentaux, on considère une dictature qu'on doit combattre. Donc les Maliens ont manifesté de façon massive et partout leur soutien à leurs dirigeants légitimes. Ils en ont assez de voir leurs villageois se faire massacrer par les terroristes et les groupes séparatistes qui ont décidé de déstabiliser le pays. Et surtout, ils en ont assez de voir l'ancienne puissance coloniale, cette puissance barbare, venir leur expliquer comment gérer leur pays.
Abina. Je poursuis avec vous, Madame Oznur Sirène, peut-être toujours sur ces sanctions. Votre regard, justement, après ces sanctions de la communauté ouest-africaine contre le pouvoir de transition au Mali. Personnellement et du point de vue turc, je suis tout aussi opposée au coup d'État qu'aux sanctions. Parce que, comme vous savez, la Turquie, c'est un pays qui a connu de nombreux coups d'État dans son histoire. Donc, on souhaiterait qu'il y ait une bonne santé démocratique dans tous les pays du monde. À côté de ça, je suis contre les sanctions parce que je les trouve complètement inefficaces et contre-productifs. Par exemple, en 2017, vous avez vu l'embargo qui avait été imposé au Qatar par ses voisins du Golfe. Finalement, il s'avérait que cet embargo a été complètement inefficace et finalement, ça a été levé. Donc, je ne comprends pas l'attitude de la CEDEAO, donc d'autres pays africains qui imposent des sanctions à un autre pays africain. Et donc, je partage l'opinion des autorités maliennes qui jugent ces sanctions d'illégales et qui pensent que la CEDEAO est instrumentalisée par des puissances extra-régionales. Même si je suis contre les coups d'État, il faut quand même comprendre la particularité de la situation au Mali. C'est un pays qui fait face à d'importantes insurrections indépendantistes depuis 2012 et qui lutte contre le terrorisme. Et il y a aussi une forte influence étrangère qui n'a pas été bénéfique pour le pays. Donc, du coup, actuellement, la priorité pour le pays, c'est déjà d'assurer la sécurité à l'intérieur du pays avant de penser à la démocratie. Et d'ailleurs, le coup d'État qui a été mené a été largement soutenu par le peuple. Donc, c'est aussi, en fait, il faut aussi prendre en considération ce soutien populaire. Par ailleurs, je souhaite aussi condamner le deux poids, deux mesures de l'Union européenne face à différents pays dans le monde. Par exemple, quand il y a eu le coup d'État en Égypte en 2003, quand le premier président démocratiquement élu du pays, Mohamed Morsi, a été renversé par un putsch, l'Union européenne n'a pas imposé des sanctions à Al-Sisi. Et comme vous savez, au contraire, l'année dernière, M. Macron a même remis la plus haute distinction de la France, la Légion d'honneur, à M. Sisi. Et du coup, donc, on peut légitimement se demander si ce que recherchent les pays occidentaux, c'est réellement la démocratie ou bien la poursuite de leurs intérêts dans ces pays. Et donc, moi, je pense que derrière ces sanctions, il y a bien évidemment clairement la volonté de la France de poursuivre ses intérêts au Mali. Et comme vous savez, M. Macron, il avait annoncé la réduction de la présence militaire française au Mali après la fin de l'opération Barkhane. Et il ne souhaite pas que la France soit remplacée par d'autres puissances au Mali, comme par exemple la Russie. On entend de plus en plus la présence des mercenaires russes Wagner au Mali, mais aussi d'autres puissances comme la Chine et la Turquie. Et je souhaite aussi dire que la France actuellement use de son pouvoir au sein des instances internationales comme l'Union européenne et l'ONU pour faire pression aux pays avec lesquels elle a des problèmes bilatéraux. Et c'était la même chose avec la Turquie. Par exemple, quand la Turquie a vécu des crises quand la France a vécu des crises avec la Turquie en Méditerranée orientale ou en Libye, et la France a proposé à l'Union européenne d'imposer des sanctions sévères contre la Turquie. Finalement, l'Union européenne a imposé des sanctions qui ne sont pas sévères, qui sont restées symboliques, mais en tout cas, la Turquie a été sanctionnée à cause des problèmes qu'elle a vécu avec la France. Donc, la France vraiment fait pression au pays en utilisant son pouvoir dans les instances internationales. Donc, ce qui s'est passé au Mali, pour beaucoup, c'est interprété comme le début de la fin de la France-Afrique en Afrique. Donc, c'est le gros perdant dans l'histoire, à mon avis, c'est la France. Et le Mali n'est pas seul. D'ailleurs, je souhaite dire ici que le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, est, je crois, le seul officiel étranger qui a effectué une visite au Mali pour rencontrer les autorités maliennes et pour leur dire que le peuple turc, la Turquie, est aux côtés du peuple malien et que la Turquie est prête à collaborer avec le Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Dans cette histoire, comme je l'ai dit, à mon avis, le gros perdant, c'est l'Occident et le Mali n'est pas seul. Avec vous, peut-être pour tout simplement une petite, on va dire quoi, explication, une autre petite analyse. Votre position, bien sûr, vous n'adoubez pas ces coups d'État. Alors, en ce qui concerne ces sanctions de la CEDEAO, qu'est-ce qui cause problème? Est-ce que une autre pédagogie peut-être aurait été efficace? Est-ce à dire que la CEDEAO est illégitime? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? C'est à moi que vous posez la question. Bien sûr, je vous relance. Okay. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? À mon avis, c'est vraiment, il faut construire des voies de dialogue constructif entre les pays africains.
Comme on a vu, comme je vous avais donné l'exemple de l'embargo qui avait été imposé au Qatar, qui n'a pas été finalement efficace. Actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, tous les pays du Golfe se sont réconciliés. Ils se sont dit, c'est mieux quand même de prôner le dialogue, de prôner la fraternité dans tous ces pays. Et d'ailleurs, la Turquie avait soutenu le Qatar depuis le début de l'embargo. Et le Qatar a même dit que cet embargo, finalement, n'a été bénéfique pour lui. Donc, du coup, peut-être que le Mali sera gagnant dans cette histoire si ces sanctions sont imposées contre le Mali, parce qu'il y aura d'autres puissances comme la Turquie, la Chine et la Russie qui vont le soutenir. Mais à mon avis, actuellement, il faut vraiment une union entre les pays africains dans une telle situation difficile. Là, c'est vraiment une lutte d'émancipation et de liberté que tous ces pays africains mènent contre les puissances étrangères. Voilà, c'est mon conseil à moi. À vous, madame. Merci pour ces précisions. Sébastien Périmoni, alors on poursuit. Hein. On sait que, justement, d'ailleurs, Michael Garmandi le rappelait tout à l'heure, ces sanctions pourraient aussi avoir aussi un impact parce que le Mali est bien sûr limitrophe à d'autres États. Donc, le Mali est tout de même également dépendant des pays frontaliers tels que la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal, par exemple. Alors, cet isolement... est-ce que cet isolement ne risque pas de coûter cher au Mali? D'abord, il faut dire que d'un point de vue positif, l'heure de la souveraineté des pays africains est en train de sonner. On peut le dire comme ça, on l'a vu et Michael l'a rappelé ou M. Abina l'a rappelé. Aujourd'hui, les peuples soutiennent massivement par millions dans les rues l'exigence de souveraineté posée par le Conseil national de transition malien. Donc ça, c'est la chose qui est à voir d'un point de vue positif. Après, vous savez, moi, les sanctions de la CEDEAO, je suis français, vous l'avez, voilà, je suis du mauvais côté de la barrière, si on peut dire. Et Macron, vous voyez, Emmanuel Macron, qui, souhaitons-le, va perdre la prochaine élection présidentielle en France, et en tout cas, je m'attacherai à faire en sorte que ça arrive sur le terrain politique français. Macron a décidé, si vous voulez, de perpétuer finalement la politique de la France-Afrique. C'est-à-dire que ce n'est pas une nouveauté pour moi les sanctions. Vous savez, depuis 1945, avec l'imposition du franc CFA, on a réussi à maintenir tous les pays d'Afrique de l'Ouest dans des états de pauvreté extrême, sans aucune politique de développement. On a même supprimé les infrastructures qui avaient été bâties par certains des leaders panafricains, comme Sékou Touré ou Modibo Keïta. Donc on est dans une logique, je dirais, de la continuation du néocolonialisme français et aujourd'hui, disons-le, plus européen ou anglo-américain. Donc pour moi, les sanctions ne vont rien changer finalement. Évidemment, il y aura peut-être plus de souffrance, plus de tensions dans les échanges entre les pays frontaliers, mais c'est la même logique. Donc, évidemment, ce qui est positif, c'est que justement, ces pays sont en train de comprendre cette logique. Et il faut à tout prix que le Mali décide de sortir justement de la CEDEAO, qui n'est qu'un instrument, un organe institutionnel qui a permis de maintenir ces pays dans la pauvreté et dans le chaos, et rappeler justement, comme l'avait fait Modibo Keïta, lancer la création de sa propre monnaie, relancer un plan d'infrastructure, revenir à une politique de développement industriel. Il y a que ça qui va permettre au Mali de se sortir de la situation. Et je voudrais voir les choses d'un point de vue positif, parce que je pense que les analyses d'un point de vue géopolitique ont été faites par mes prédécesseurs. Je rappelle quand même, si vous voulez, qu'à l'époque de Modibo Keïta et par la suite, il y avait toute une politique de développement industriel, agricole, dans l'éducation, dans la culture, et qu'aujourd'hui, ce que doit faire la transition, c'est immédiatement engager ces chantiers, parce qu'évidemment, elle ne va pas simplement être capable de résister face aux sanctions en s'opposant, je dirais, de manière dans la rue ou en répondant du tac au tac, si on peut dire, mais ce sera par cette politique de développement, parce que la CEDEAO, le franc CFA, toutes ces institutions, toutes ces méthodes ont été utilisées pour empêcher le développement du Mali, et donc le Mali aujourd'hui doit s'engager, comme le font d'ailleurs d'autres pays maintenant en Afrique, vers cette politique de souveraineté militaire. Je crois que les accords militaires avec la France viennent d'être rompus, ou du moins ça a été annoncé dans les médias par le Conseil national de transition malien. C'est une bonne chose. Et ensuite, il faudra rompre les accords monétaires, c'est-à-dire sortir du franc CFA, redévelopper une banque nationale pour financer le développement du pays. Et à ce moment-là, le Mali aura gagné son combat pour la souveraineté et deviendra un modèle pour l'ensemble de la région. C'est d'un point de vue positif qu'il faut voir ce qui se passe aujourd'hui, pas simplement d'un point de vue géopolitique.
Périmonie. On refait le tour de table pour cette thématique avant de sortir. Gamal Abina, je vous retrouve une fois de plus. Le Mali donc est un pays en guerre, on le sait, depuis une dizaine d'années maintenant. Aujourd'hui est donc victime de sanctions de part et d'autre de la communauté internationale. Mais de ce côté-là, il est question en tout cas de ce qui ressort, d'éviter la légitimation des coups d'État militaires dans les pays, on va dire précisément, africains. Est-ce que cette raison n'est pas valable? Est-ce que cela ne risque pas de légitimer justement cette forme de prise de pouvoir dans les États africains? D'abord, c'est un mensonge de ne pas vouloir de coups d'État militaires, parce que les coups d'État militaires qui sont favorables aux Occidentaux, je vais faire une liste très rapide, on va revenir sur l'histoire qui va pas plaire. Moi, je considère que la démocratie est un mensonge, une méthode de passation de pouvoir entre grands bourgeois, soutenus par des grands industriels et des grands financiers. Voilà, c'est ça la démocratie occidentale. En Afrique, il n'y a pas de grands bourgeois, il y a de grands corrompus. Et donc, ces grands corrompus qui prennent le pouvoir avec de fausses élections, tant qu'ils satisferont la France, enfin la France et l'Occident en général, il ne faut pas se tromper. La France n'est pas les Français. Tout à l'heure, il y avait une plaisanterie qui avait été dite, mais il n'y a pas du mauvais côté. Il y a le peuple et il y a les dirigeants. Les peuples ne sont pas comptables de la barbarie de leurs dirigeants. Il faut faire une distinction et je tiens à la rappeler. Et donc, tant que ces dirigeants, ces coups d'État militaires sont conduits par des laquais de la France, on va parler de Mobutu, il n'y a pas de problème. On peut parler aussi de l'assassinat de Sankara où on a placé Blaise Compaoré, qui était un militaire, je le rappelle. On parle évidemment de El-Sisi ou encore plus anciennement de Moubarak, c'était des coups d'État militaires. On parle, tant que ce sont des gens qui sont favorables à l'Occident, les coups d'État militaires ne posent aucun problème. Je veux dire, ça fait plaisir de voir que des caporaux de l'armée française ou comme en Algérie, c'était le cas en 90, que des petits caporaux soient placés à la tête des États africains afin de leur garantir une mainmise sur l'Afrique avec des types qu'on appelle les monsieur 10%, 10% de corruption. Ça ne pose pas de problème. En revanche, lorsque ces derniers commencent à avoir des coups d'État militaires, et c'est arrivé avec des gens qui sont indépendants, Kadhafi à 27 ans, en 69, là, celui-ci pose problème parce qu'il dégage les forces d'occupation du territoire, les Italiens et évidemment les États-Unis. Lorsque Sankara fait un coup d'État militaire et qui veut faire en sorte de développer son pays avec une mainmise forte, parce que vous développez pas des pays avec des pouvoirs faibles, ça n'existe pas. Je rappelle que l'Occident s'est développé que sur des pouvoirs forts. Ça va choquer tout le monde, mais De Gaulle n'était pas un démocrate lorsqu'il prend le pouvoir en 45 et en 58. Churchill, un militaire aussi, n'était pas un démocrate. On va parler maintenant de la partie sombre occidentale, que ce soit Franco, Mussolini, Hitler, tous ces gens-là qui ont fait faire des bonds en avant industriels considérables n'étaient pas des démocrates, nous le savons. Et ce sont ces gens-là qui ont garanti le développement à marche forcée de leur pays, sur la base évidemment militaire. Et donc cette réalité d'un pouvoir fort pour développer un pays fort, la Chine le démontre tous les jours aujourd'hui. La démocratie n'est pas nécessairement un gage de réussite et de développement économique, et encore moins la qualité d'un pays ne se juge pas par sa démocratie, mais par son droit. Des populations disposent d'un droit individuel. Eh bien, tant que ces pays-là ont des pouvoirs faibles ou des pouvoirs inféodés, que ce sont des petits vassaux, évidemment que ces pays ne se développent pas. Alors aujourd'hui, on a un coup d'État qui est conduit au Mali. Tout ce qui était avant, tous les IBK et autres dirigeants maliens qui plaisaient beaucoup à l'Occident, qui étaient de bons toutous, ne posaient pas de problème, mais ne garantissaient pas de développement économique, en aucun cas la sécurité alimentaire et encore moins la sécurité sur le plan du terrorisme, des attaques et du séparatisme. Donc aujourd'hui, les vertueux occidentaux prétendent vouloir empêcher des coups d'État militaires à géométrie variable. L'Égypte, qui reste dans le camp occidental, ne pose pas de problème, semble-t-il. Mais par contre, le Mali, qui va plutôt dans le camp de l'Est, cela pose problème. C'est une question de posture. La dictature qui était en Éthiopie, on l'a oublié, celle-là de l'Ezaoui, était pro-occidentale. Dès qu'on passe à Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix, ça devient un dictateur. Voilà. Donc à chaque fois, c'est en fonction des desiderata de l'Occident. Si votre couleur n'est pas bonne, si vous n'êtes pas soumis à l'Occident, eh bien vous devenez dictateur. Donc non, la question de se dire on va stopper les coups d'État militaires, c'est une mauvaise plaisanterie qui manifestement ne pose pas de problème à l'Occident parce que ces dictatures sont des dictatures royales. Je rappelle que les printemps arabes qu'on a voulu soi-disant et qui étaient destinés à faire tomber les pays arabes qui étaient contre l'Occident, qui étaient au moins
souverainistes, eh bien ces pays arabes qui sont tombés sont des pays en règle générale qui étaient des démocraties ou au moins des républiques, même si c'était une façade démocratique. Alors toutes les dictatures royales n'ont jamais été inquiétées. On les a pas critiquées pour leur barbarie et pour leur confiscation éternelle du pouvoir. Donc non, la question des coups d'État militaires en Afrique, qui serait une sorte de précédent pour prémunir les Africains d'une mauvaise direction, n'est pas valable. Ensuite, je suis désolé, je le rappelle à nouveau, c'est extraordinaire quand même. J'ai pas vu de manifestation, pas une manifestation au Mali contre les dirigeants. C'est quand même incroyable. C'est que le peuple est peut-être trop bête pour comprendre, ou peut-être suffisamment éclairé pour comprendre que c'est l'ancienne puissance coloniale qui a posé problème, qui a été incapable de ramener la paix civile parce que ça les intéressait pas, et qui, encore une fois, se déplace dans la région comme s'ils étaient chez eux. Je veux dire, j'ai jamais vu ça, qu'une force militaire se déplace d'un pays à l'autre, sans demander l'autorisation à qui que ce soit, se fasse caillasser par les populations civiles, et se déplace comme si elle était chez elle. Ça, il y a un problème. Donc, je le répète à nouveau, si on veut une paix civile dans un pays, il faut une souveraineté nationale et une direction politique solide. Pas des plaisantins. Ensuite, si on veut que ce pays se développe, il faut qu'il y ait des choix de ses partenaires économiques et militaires. Or, aujourd'hui, depuis 60 ans, le Mali est un pays enclavé en Afrique. D'ailleurs, c'est vicieux de leur part. Parce que lorsqu'ils ferment les frontières, c'est pour étouffer le Mali. Ils veulent leur faire le coup de l'Irak. Ça, c'est intolérable et c'est barbare. On va pas revenir sur les principes humains. Mais si on veut que ces pays s'en sortent, il faut qu'ils aient le choix de leurs partenaires. Aujourd'hui, l'Afrique commence à voir que ses partenaires sérieux viennent plutôt de l'Est, s'est rendu compte que depuis 60 ans, le développement était impossible à l'Ouest, et s'est rendu compte surtout que le modèle asiatique, il faut le rappeler ça, le modèle asiatique qui était plutôt à l'Est, a pu se développer de façon extraordinaire. On a vu ce qui s'est passé en Chine, on voit ce qui se passe en Corée, même la Corée du Nord a essayé de se développer, quoi qu'on en dise. On voit ce qui se passe en Inde, on voit dans des pays où ils sont loin de la sphère d'influence occidentale, bizarrement, le développement est possible. Donc effectivement, ça ne garantit pas la paix, ça ne garantit pas la démocratie, c'est juste une confiscation du pouvoir par de fausses démocraties qui seraient sous la tutelle occidentale. C'est ça que les Occidentaux veulent, et tout le reste, c'est juste des beaux discours pour les endormir. Merci à vous, Gamal Abina. Alors, Michael Garmondi, qu'en est-il? On sait qu'il y avait justement cet accord, l'accord d'Alger, mais alors avec le pouvoir de la transition, est-ce que ces accords sont encore nécessaires? Est-ce que c'est encore important? Est-ce que avec la transition, ce serait encore efficace? Vous savez, je pense que comme ça a été rappelé justement par M. Abina, aujourd'hui l'essentiel c'est que le Mali retrouve la sécurité. Il ne peut pas y avoir de développement, ça a été dit aujourd'hui par tous les collègues, la souveraineté est primordiale dans le développement d'un pays. Tant qu'il n'y a pas de véritable souveraineté, il ne peut pas y avoir de développement. Et pour qu'il y ait une véritable souveraineté, il faut que l'aspect sécuritaire soit définitivement réglé. Cela fait de longues années, de très longues années, que le Mali vit dans le chaos sécuritaire. Les forces françaises, en tout cas les forces envoyées par l'establishment français, n'ont pas été en mesure d'apporter des résultats dignes de ce nom pour le Mali et pour la population malienne. Aujourd'hui, il faut quand même être très clair sur une chose. Aujourd'hui, les représentants de l'establishment hexagonal critiquent le Mali pour ses choix stratégiques au niveau international, notamment en direction de la Russie, mais aussi d'autres pays qui ont été cités. Le fait est que il faut être très clair, c'est-à-dire que si les Français avaient réussi leur mission, il n'y aurait pas aujourd'hui cette situation. Le Mali ne serait pas aujourd'hui en train de dire nous voulons d'autres partenariats, nous voulons un véritable schéma qui puisse nous sortir de cette crise qui a trop duré. Donc, ce qu'il faut dire, c'est donc au lieu d'accuser les pays qui sont des puissances non occidentales, comme Paris le fait constamment, que ce soit la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran et d'autres, il faut se regarder objectivement dans le miroir et reconnaître ses erreurs. Et aujourd'hui, encore une fois, pour répondre à votre question, je pense que la priorité pour le gouvernement malien et pour le peuple malien de façon très générale, c'est de régler le problème sécuritaire qui reste le défi majeur pour le Mali aujourd'hui et aussi pour pouvoir commencer un véritable développement digne de ce nom, comme cela a été rappelé par tous mes collègues aujourd'hui, parce qu'effectivement le Mali doit miser sur beaucoup d'orientations pour pouvoir justement revenir à l'époque glorieuse de Modibo Keïta. Je pense que le Mali a tout pour le faire. C'est un peuple digne, c'est un peuple travailleur, c'est un peuple sage. Je connais les Maliens, je connais ce peuple, je sais qu'ils en sont capables. Je pense que si aujourd'hui le peuple du Mali en très large majorité soutient les autorités et soutient le gouvernement composé donc avec à sa tête Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, c'est qu'il y a une très bonne raison. Il faut les soutenir dans cette lutte
Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la première étape, quels que soient les accords du passé, quels que soient les engagements qui ont été pris précédemment, aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau paradigme. Il faut rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire malien et commencer à lancer des grands travaux, comme ça a été dit d'ailleurs par M. Perimoni, développer beaucoup de domaines, que ce soit l'éducation, l'enseignement, l'industrie transformatrice. On sait que le Mali regorge d'énormes ressources naturelles, comme beaucoup de pays africains d'ailleurs, mais le problème souvent, c'est qu'on n'a pas de schéma qui puisse faire profiter au pays de ces ressources. Parce que trop souvent, on voit l'Afrique comme un espace où on peut se servir de matières premières, les transformer à des milliers de kilomètres en dehors de l'Afrique. Ça fait profiter les multinationales, très généralement occidentales. Et qu'est-ce que touchent les États africains à qui appartiennent ces ressources? Dans le meilleur des cas, quoi, 1%, 2%, 3%, c'est inacceptable. Je pense qu'il faut changer ce schéma. Et je pense que les nouveaux partenaires non occidentaux des pays africains doivent prendre cette réalité aussi en compte et permettre aux pays africains, aux alliés africains, aux partenaires africains de développer une véritable industrie transformatrice sur une base d'un partenariat gagnant-gagnant, parce qu'évidemment, il y a toujours des intérêts de part et d'autre qu'il faut prendre en compte, et pouvoir ainsi mettre un terme à ce schéma de gagnant-perdant qui a si longtemps subsisté, à savoir on prend les ressources naturelles des pays africains pour les transformer ailleurs, la valeur ajoutée est multipliée par 10 voire des dizaines de fois, on se remplit les poches et l'Afrique au final ne gagne rien et ne profite pas de ces énormes atouts. Je pense qu'il y a toutes ces choses à changer et à développer. Et dans un premier temps, en ce qui concerne le Mali, aujourd'hui, c'est la sécurité qui prévaut. Il faut rétablir la sécurité. Il faut que l'intégrité territoriale du Mali soit complètement respectée. Et à partir de ce moment-là, beaucoup d'autres choses seront possibles. Et je pense que c'est ce que les Maliens veulent en très large majorité. Et on l'a vu d'ailleurs dans les manifestations qui se sont déroulées aussi bien à Bamako que dans d'autres villes et localités du Mali. Merci à vous, Michael. Et justement, en parlant de manifestations, Sébastien Perimoni, on rappelle qu'il y en a eu beaucoup durant cette semaine, non seulement du côté, on a parlé de la Guinée, du Congo également, il y a eu des soutiens de ce côté-là au Burkina Faso. En Belgique également, il y a des manifestations qui sont prévues et la semaine, les jours à venir, il y a encore des manifestations qui sont prévues en soutien au pouvoir de Bamako. Alors pour certains relais, Sébastien Perimoni, cet appel à manifester, surtout après les images que nous avons vues hier, est une fuite en avant du gouvernement malien. Est-ce que vous partagez cet avis? Alors, je n'ai pas bien compris la question, excusez-moi, si c'est une fuite en avant du gouvernement malien du fait qu'il y ait beaucoup de manifestations de soutien ailleurs en Afrique. Oui. Je pense que non. Enfin, je vois pas directement le lien. Ce que je vois, c'est qu'il y a, comme je l'ai dit, l'heure de la souveraineté a sonné. C'est-à-dire que les peuples voient que le Mali est capable, est capable de s'opposer. Il ne faut pas confondre. Et là, je pense qu'il y a un petit peu les médias occidentaux qui entretiennent le flou. Il ne faut pas confondre une révolution populaire contre une dictature imposée de l'extérieur avec un coup d'État. Moi, je n'estime pas du tout que ce qui a été fait au Mali à 2 reprises depuis le mois d'août d'il y a 2 ans est un coup d'État. Moi, je pense que c'est une révolution populaire et la France, vous savez, la France a été une des pionnières dans les révolutions. Donc, pour moi, c'est une révolution. Il ne faut pas confondre avec des coups d'État. Après, bon, j'ai des amis qui organisent, à l'heure où nous parlons, des manifestations de soutien justement au peuple malien, au Congo-Brazzaville, par exemple, Diogène Séni de la Ligue panafricaine Umoja, qui est passé d'ailleurs sur votre antenne cette semaine. En France aussi, il y a des manifestations de soutien au peuple malien. Et je pense que, en effet, on constate de plus en plus qu'on est arrivé disons, on est au chevet d'un empire condamné. C'est-à-dire que l'empire est en train de tomber. Donc les peuples se réveillent. Et ça, à mon avis, c'est normal que tous les peuples qui soient soumis à cette dictature, et je le répète, dictature occidentale qui dure depuis 1945, avec en particulier l'esclavage monétaire du franc CFA, qui concerne évidemment le Congo-Brazzaville, par exemple, et d'autres pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Petit à petit, il y a une conscience qui se réveille un peu partout sur le continent africain. Et c'est intéressant parce que, vous savez, il y avait à l'époque l'association Guinée-Mali, déjà entre Modibo Keïta et Sékou Touré. Il y a un retour à ce panafricanisme. Le Congo est dans cette direction-là aussi. Donc c'est intéressant de
de quelque part de revivre, entre guillemets, une seconde fois cette lutte d'indépendance. On revient à ça. Donc je pense que plus il y aura de manifestations en soutien au peuple malien sur le continent africain, plus en effet les tenants, en tout cas de cette dictature économique et militaire, vont se retrouver dans une position de faiblesse et permettra justement d'initier ce nouveau paradigme, comme le mentionnait Michael, un nouveau paradigme de développement gagnant-gagnant. Et je veux rebondir sur un point pour terminer, en particulier au Mali. Vous savez, il y a un an, jour pour jour, je posais mon pied sur le sol malien et dès la descente d'avion, c'était le 16 janvier, je suis allé voir la tombe de Modibo Keïta. Et c'est très intéressant parce que, si vous voulez, vous voyez aujourd'hui avec les résistants qui sont aujourd'hui en charge de ces manifestations, j'ai la chance de rencontrer Amina Fofana, Adama Bendiara, tous ces gens ont une conscience très forte de leur histoire, très très forte, et ont conscience que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ça a déjà été fait par le passé et qu'on peut le refaire aujourd'hui. Et en particulier l'aménagement du territoire. Et M. Abina parlait de sécurité alimentaire. Quand j'étais au Mali l'an dernier, j'ai présenté à différentes personnalités un programme de développement pour le développement des lacs Faguébine. Vous savez qu'à près de Tombouctou, à quelques kilomètres, vous avez un système de 5 lacs interconnectés dont, dans les années 1930 déjà, on parlait de l'aménager pour faire de cette région le grenier alimentaire de toute l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, le colonialisme a empêché ce projet. Il a été un petit peu relancé dans les années 60-70, mais après, il a été stoppé de par la politique néocoloniale. La seule personnalité qui a relancé ce projet s'appelait Kadhafi, en 2010, en lançant le projet Malibia, qui avait pour but aussi de réaménager toute une zone entre la Libye et le Mali pour faire justement de cette région un grenier alimentaire pour l'Afrique de l'Ouest et justement éviter que les gens plongent dans la misère et souvent, à cause de la misère, s'engagent dans le terrorisme. Donc j'en appelle aujourd'hui évidemment aux autorités maliennes de mener la bataille, évidemment, Michael l'a rappelé, sur le front sécuritaire et la lutte contre le terrorisme. Je précise quand même un paradoxe qui est assez exceptionnel, c'est que la France lutte contre le terrorisme, mais si le Mali fait appel à d'autres personnes pour lutter avec eux contre le terrorisme, on n'est pas d'accord. Alors que si notre objectif était bien et bien de lutter contre le terrorisme, on a besoin de tout le monde. Et plus on est mobilisé avec d'autres partenaires contre le terrorisme, plus on peut arriver à l'éteindre. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, cet empire est condamné, cet empire est démasqué, si je peux dire, et que, en effet, les autorités maliennes ne peuvent que se réjouir du soutien qu'on voit à travers l'ensemble du continent et même ici en France, du soutien à sa révolution populaire qu'il ne faut pas confondre avec un coup d'État. Merci à vous, Sébastien Périmoni. Je vais sortir de cette question avec vous, Madame Oznur Sirène, justement en parlant de ces manifestations. On sait que voilà, c'est le peuple qui manifeste, il y a ce soutien, sans aucun doute. Mais alors, que valent ces manifestations face à ces États, à ces hommes qui prennent des décisions, à ces institutions, la CEDEAO qui est soutenue par l'Union européenne? Est-ce que vous pensez que ces manifestations pourraient, du moins ce soutien du peuple, pourrait changer la donne? Moi, je pense que le soutien populaire, le peuple, c'est le changement, c'est le début du changement. Et je vais vous donner un exemple très concret. En Turquie, le 15 juillet de 2016, nous avons vécu une tentative de coup d'État. Et le président Erdogan, il a fait un appel au peuple de descendre dans les rues pour soutenir la démocratie. Donc, c'est le peuple qui est descendu dans les rues, qui a combattu les soldats, justement, qui avaient décidé de fusiller carrément les civils pour détruire l'État démocratique dans le pays. Et finalement, c'est le peuple qui a gagné. Donc, le soutien populaire dans une telle transition, c'est primordial, pas seulement au Mali, mais dans tous les pays africains. Et je souhaite aussi ajouter une réponse à votre question précédente. Aujourd'hui, quand on regarde finalement la démocratie, qu'est-ce que c'est? Et ok, c'est un très bon système démocratique, c'est un très bon système politique qui permet au peuple de pouvoir s'exprimer librement. Mais aujourd'hui, on voit que la démocratie est peu à peu devenue un instrument des pays occidentaux pour déstabiliser les gouvernements avec lesquels ils ne partagent pas les mêmes intérêts. Aujourd'hui, quand vous voyez l'état de l'Irak, de la Libye,
après la chute de ce qu'ils ont appelé comme des dictateurs avec Saddam, avec Kadhafi. Vous voyez l'état de ces pays. Donc tout ça, ça nous montre clairement que ce que recherchent les pays occidentaux, c'est loin d'être la démocratie, mais c'est vraiment la poursuite de leurs intérêts dans différentes régions du monde, que ce soit en Turquie, dans les pays africains et dans tout le Moyen-Orient. Donc c'est à ce moment-là que le peuple doit se réveiller et doit prendre les choses en main et doit peut-être changer son destin. C'est maintenant ou jamais. Et donc, le Mali, à mon avis, est conscient de ce danger et il veut changer son destin, il veut écrire une nouvelle histoire. Et avec l'aide de certaines puissances comme la Chine, la Russie, l'Iran et la Turquie et d'autres pays, et je pense que vraiment, il y aurait un grand changement, peut-être qui va se répandre aussi dans toutes les régions du monde. Madame, on va donc prendre la transition avec le concours de la réalisation avant de revenir sur le plateau pour aborder la seconde thématique de cette édition. Voilà, comme à l'accoutumée, hein, ce sera un seul tour de table pour cette seconde problématique, Russie-OTAN. Comment est-ce que les relations se sont peu en peu envenimées? Alors, je vais commencer par vous, Sébastien Périmoni, sur cette question. Alors, tout simplement, peut-être, hein, pour que nos téléspectateurs, bien sûr, qui nous regardent, puissent comprendre la situation entre la Russie et, bien sûr, l'OTAN. Tout simplement, que se passe-t-il donc exactement? Quel est l'objet du conflit? Donc, l'objet du conflit, en fait, il est multipolaire, on va dire. Vous avez évidemment, tout a commencé avec le coup d'État organisé par l'administration Obama contre le président ukrainien, via également Victoria Nuland à l'époque, qui ont organisé ce qu'on appelait le coup d'État de Maïdan, en fait, en Ukraine, pour justement commencer le processus d'extension de l'OTAN vers l'Est. Donc ça a commencé à peu près à ce moment-là où les choses ont commencé à se tendre. Et petit à petit, si vous voulez, après Obama, Trump et aujourd'hui Biden de retour au pouvoir, ont décidé de continuer cette politique d'extension de l'OTAN à l'Est. Alors évidemment, la Russie s'y oppose. Une promesse avait été faite que jamais l'OTAN ne s'étendrait plus à l'Est. Et donc les tensions ont commencé un petit peu sur ce sujet-là. Mais évidemment, on n'est pas dupe. On sait très bien que le coup d'État qui a eu lieu en Ukraine n'a été qu'un prétexte, si vous voulez, dans la logique la logique globale du système anglo-américain, de containment, comme il dit, c'est-à-dire d'encercler la Chine et d'encercler la Russie, qui petit à petit, depuis une dizaine d'années, ont décidé d'organiser ou de travailler à la mise en place d'un nouveau paradigme géopolitique pour un monde multipolaire, pour sortir de l'hégémonie, si vous voulez, occidentale. Donc, évidemment, il y a une part, si vous voulez, je dirais locale, avec ce qui s'est passé en Ukraine, qui a été un petit peu le début des problèmes. Et aujourd'hui, où on arrive, si vous voulez, avec cette politique américaine, non seulement un retour à une guerre froide, hein, explicitement, où chacun place ses pions dans différents pays, mais aussi à une potentielle guerre chaude, parce que il faut bien voir, si vous voulez, que quand les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU se réunissent en urgence et font une déclaration pour dire que aujourd'hui une guerre nucléaire ne peut pas être lancée et ne peut pas être gagnée, si les 5 pays membres de la sécurité du Conseil de sécurité de l'ONU sont en train de dire ça, c'est qu'on est vraiment arrivé à un point de tension extrême, très important. Et ça, on le voit tous les jours. Il y a eu ces discussions à Genève, il y a Ryabkov, il y a, si vous voulez, Blinken, qui, chacun de leur côté, ont dit que de toute façon, toutes ces discussions actuellement pour apaiser les tensions entre l'OTAN, les États-Unis et la Russie, malheureusement, allaient avoir du mal à aboutir. Blinken a également annoncé avec Biden qu'ils allaient continuer à mettre en place une politique des sanctions. Donc partout, vous voyez la politique des sanctions contre la Russie, la politique des sanctions contre la Chine, contre le Mali, contre la Syrie, contre voilà, tous les pays qui s'opposent justement à cette vision-là sont sanctionnés. Donc on arrive à un point, si vous voulez, de tension extrême. Et moi, personnellement,
je suis convaincu, aujourd'hui, beaucoup de gens nous disent oui, mais c'est tendu, mais on ne va pas avoir une guerre mondiale, ce n'est pas possible, chacun restera de son côté. Vous savez, les guerres mondiales, malheureusement, elles ont toujours commencé à cause de petits incidents. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en mer Noire avec l'armada, les exercices militaires qui sont conduits par l'OTAN, dont la France d'ailleurs participe en grande partie, et les Américains, chaque jour, on est au bord d'un accident, d'un incident qui peut vraiment faire accélérer le processus de guerre entre les puissances de l'OTAN et la Russie. La Russie a donc plusieurs fois mis des lignes rouges pour dire maintenant il y a des limites, si vous voulez, à votre expansion. Mais apparemment, à l'heure où on est, à l'heure où on parle, malheureusement, l'Occident de manière générale et les États-Unis en particulier ont décidé de continuer à franchir ces lignes rouges et à provoquer des tensions avec la Russie. À vous, Sébastien Périmoni, Madame Osno Sirène. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que nous sommes aujourd'hui là dans l'impasse parce qu'on connaît la puissance russe, on connaît l'OTAN, on a l'impression que la Russie, Sébastien le rappelait également en d'autres termes, il y a une sorte d'isolement de la Russie vis-à-vis de l'OTAN. Je ne sais pas si on est dans une impasse, mais c'est peut-être oui le début d'une situation très compliquée. Et je souhaite un peu parler des relations entre la Russie et l'OTAN et ensuite développer cette question. En fait, les relations entre l'OTAN et la Russie n'ont pas toujours été mauvaises. Par exemple, en 2002, il y a eu même un conseil entre l'OTAN et la Russie qui avait été créé pour que la Russie puisse participer aux activités de l'OTAN. Et donc, on parlait même d'une possible adhésion de la Russie à l'OTAN à cette époque. Mais petit à petit, les choses ont changé. Par exemple, en 2007, pour la première fois, Poutine a parlé de l'unilatéralisme américain. Donc, il a commencé à considérer l'OTAN comme une menace. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les manœuvres de l'OTAN? Et la Russie a commencé à durcir le ton. En 2008, donc il y a eu cette intervention militaire en Géorgie. En 2014, il y a eu l'annexion de la Crimée. Et comme vous avez vu, à la fin de l'année dernière, il y a eu donc le déploiement de à peu près 100 000 soldats russes aux frontières de l'Ukraine. Maintenant, l'OTAN présente la Russie comme une force agressive sans se remettre en question. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis la chute de l'URSS? L'OTAN n'a pas cessé de s'élargir, alors qu'il y avait une sorte de promesse entre la Russie et l'OTAN, comme quoi l'OTAN ne va pas s'élargir vers l'Est. Donc aujourd'hui, la Russie campe sur sa position en disant que cet élargissement nous dérange, on se sent humilié, on se sent encerclé, on se sent menacé, et on veut que vous arrêtiez cet élargissement, on veut que vous arrêtiez d'empiéter sur notre zone d'influence. Je vais vous lire une déclaration de M. Poutine. L'Occident nous a trahis avec 5 vagues d'expansion et maintenant ce sont des systèmes de défense qui apparaissent en Roumanie et en Pologne plus récemment. Il y a des bases militaires autour de nous. À l'est, au sud et au nord de la Russie, de nouveaux systèmes militaires ont été installés, y compris en mer, sans parler de l'ouest. C'est vraiment ce sentiment que les Russes sentent aujourd'hui, c'est qu'ils se sentent vraiment encerclés par les militaires de l'OTAN et ils se sentent menacés. Et au-delà de ça, donc aujourd'hui, quand vous regardez du point de vue de l'OTAN, ils pensaient que cet élargissement ne gênait pas plus particulièrement la Russie parce que les précédents gouvernements russes ont cédé aux pressions de l'OTAN. Et finalement, Poutine a mis le point sur la table en disant non, mais stop, on se sent vraiment menacé. Maintenant, changer de position, sinon on va retourner à la situation de la guerre froide. À mon avis, dans ce conflit, la Turquie a un rôle très important à jouer parce que elle est à la fois au sein de l'OTAN, mais aussi très proche de la Russie. C'est un partenaire stratégique de la Russie. Donc, d'ailleurs, dans la crise ukrainienne, la Turquie a proposé sa médiation aux deux parties qui a été positivement accueilli par les parties. Donc, sur ce sujet aussi, à mon avis, la Turquie peut assurer le dialogue entre la Russie et l'OTAN pour qu'il n'y ait pas de poursuite de cette crise, d'aggravation de cette crise et qu'on n'arrive pas à une situation de la Troisième Guerre mondiale, voire pire. Donc, c'est pour ça que je pense que la Turquie peut aussi être un acteur clé et pour le rapprochement de l'OTAN et de la Russie pour qu'on puisse sortir de cette impasse. Madame, alors Gamal Abina, on sait que Moscou a prévenu l'Occident justement que sa patience a des limites. Est-ce une déclaration de guerre, Gamal? Ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est un avertissement ferme et définitif de la part de Moscou. On va rappeler quelques éléments très intéressants qui
Tout à l'heure, j'ai poussé un peu mon coup de gueule. Maintenant, je remets les pendules à l'heure par rapport à ce que vaut la parole de l'Occident. En 89, le mur de Berlin tombe. 3 ans plus tard, en 92, la chute de l'Union soviétique. À ce moment-là, l'OTAN, qui est donc, rappelons-le tout de même, le traité de l'Atlantique Nord, était destiné à protéger contre l'Union soviétique, contre le bloc de l'Est, contre les bolcheviks, contre une idéologie qui se voulait égalitariste, eh bien, ils ont décidé de former une alliance atlantique entre les États-Unis et l'Europe occidentale qui n'était pas sous le contrôle soviétique. C'est-à-dire que le contrôle soviétique s'exerçait que sur les pays quasiment, puisque c'est l'Union soviétique qui a libéré l'Europe du nazisme, s'exerçait en substance sur les pays d'Europe centrale vaincus. Une partie de l'Allemagne, évidemment, et tout le reste de l'Europe centrale, parce que l'Europe telle qu'on la présente aujourd'hui n'est pas la vraie Europe. La vraie Europe, c'est une Europe qui se positionne en 3 positions. Il y a l'Occident, donc la France, l'Angleterre, le Portugal et l'Espagne, c'est ça la véritable Europe occidentale. L'Europe centrale, il y a un peu d'Italie évidemment, l'Europe centrale qui était une Europe très importante à une époque avant de l'écraser, c'était l'Europe des empires, donc l'empire germanique, l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman. Cette Europe-là a été écrasée après la Première et surtout la Seconde Guerre mondiale. Elle a donc été partagée entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale étant en substance ce qu'on appelle le bloc de l'Est aujourd'hui, donc surtout la Russie et les pays périphériques. Et donc, cette Europe-là a toujours existé. Elle n'est pas d'hier. C'est une très vieille Europe. On parle beaucoup de la vieille Europe, on parle de l'Occident, mais l'Europe encore plus ancienne, c'est l'Europe orientale. Et donc, lorsque les États-Unis, avec la force de l'OTAN, voient la chute de l'Union soviétique et donc du pacte de Varsovie, qui est un pacte militaire d'alliance des pays de l'Est, eh bien, l'OTAN aurait dû disparaître naturellement, puisque l'OTAN était un système de défense intégré entre les États-Unis, qui sont en gros le papa de tout ça, et le reste de l'Europe, qui était plutôt faible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas tenu leur parole pour commencer. J'ai toujours dit que les Occidentaux ne sont pas des gens de parole. Ils travaillent sur leur parole, leur signature ne veut pas grand-chose, on l'a vu avec l'affaire iranienne. Chaque fois que l'Occident dit quelque chose, il faut se méfier de ce qui est dit et de ce qui sera fait. Et ce qui se passe, c'est que les Russes ont commencé à comprendre qu'on les manipulait. Alors, il y a eu plusieurs tentatives de rapprochement. En 91, par exemple, avec le partenariat euro-atlantique. En 2002, avec le Conseil, effectivement, elle l'a rappelé Madame Sirène, le Conseil Russie-OTAN. Et puis, la crise ukrainienne intervient en 2014 à la suite du coup d'État. Là, ce coup d'État, évidemment, on en parlait tout à l'heure, ne posait aucun problème. Pourtant, les dirigeants pro-russes étaient parfaitement légitimes, étaient démocratiquement élus, mais on lui a quand même fait un coup de force avec ces fameuses révolutions colorées. Et donc, ce premier coup de force a poussé les Occidentaux dans leur avantage. Les Russes ont commencé à comprendre qu'on se moquait un peu d'eux. Je rappelle tout de même, encore une fois, je le répète systématiquement, l'Europe a été libérée des nazis par les Russes, pas par les Américains. Les Américains se sont précipités pour ne pas tout perdre. Ils n'ont absolument rien fait du tout contre les nazis. Ils en étaient parfaitement incapables. Et donc, quand les Russes, qui affrontent 80% de la force nazie, libèrent l'Europe, ils ont en face d'eux des nazis et des néo-nazis qui continuent à rester. Et ce qui se trouve, c'est qu'en Ukraine, avec la crise du Donbass, avec l'histoire de la Crimée, avec toutes ces zones qui avaient été libérées par les Russes, rappelons-le encore, au prix de 26 millions de personnes, rappelons, c'est pas rien, hein, c'est très important, c'est pas 300 000 Américains. Eh bien, ces zones-là regorgent d'anciens néo-nazis. D'anciens nazis convaincus, des gens qui pratiquent effectivement cette culture du nazisme. Et donc, les Russes se sont battus contre ces nazis qui détestent totalement, et ils se trouvent menacés sur leurs frontières par ces néo-nazis qui reviennent avec le soutien de qui? Je vous le donne dans le mille, des Occidentaux. Quelle surprise! Et donc, ce qui se passe, c'est que la poussée de l'OTAN, qui ne respecte donc pas son principe de s'autodissoudre, mais qui en plus commence à armer des pays à la frontière directe de la Russie, parce qu'ils ne devaient pas aller jusque-là. Au départ, ils devaient s'arrêter. Eh bien, ils ont gratté la Pologne, puis l'Ukraine, puis l'Europe centrale, puis la Roumanie, puis la Hongrie, puis tous ces pays qui étaient les anciennes puissances nazies, rappelons-le quand même. Hein. On oublie toujours qu'il n'y a pas eu que l'Allemagne et l'Italie. Hein. Eh bien, ces pays-là deviennent des ennemis de la Russie. Ça va tellement loin qu'ils se retrouvent en Géorgie quasiment, où il y a une défaite qui est consommée. On les voit à nouveau manœuvrer au Kazakhstan, par exemple, avec des révolutions comme ça un petit peu téléguidées. Et donc, les Russes ont compris le risque de ce qu'était l'OTAN et de sa parole donnée. Et à partir de là, je le rappelle tout de même, ils ont décidé de répliquer, de dire on arrête. Stoppez-vous. Maintenant, on va verser la vapeur. Quand dans les années 60, les Russes envoient des missiles nucléaires en Cuba, aux frontières de l'Amérique, c'est la panique. On a quasiment une guerre mondiale qui a pratiquement failli être déclenchée si Khrouchtchev n'avait pas stoppé avec Kennedy cette escalade. Voilà ce qui s'est passé. Et puis aujourd'hui, le contraire semble choquer tout le monde. C'est-à-dire que les Américains portent des missiles quasiment à la frontière russe, à une encablure de rien du tout, que les Américains renforcent un dispositif offensif contre les Russes.
ça ne doit pas déranger les Russes. Eh bien, les Russes réagissent normalement. Ils se défendent, ils ont raison, ils comprennent le danger de voir à leurs frontières des forces très offensives états-uniennes. Et la conséquence de quoi? C'est que les États-Unis, très énervés qu'ils sont, ne peuvent pas affronter la Russie directement parce qu'ils savent que ça finirait par une guerre mondiale nucléaire, ont décidé de jouer la carte du vice, des sanctions économiques. Ils veulent sans doute en finir avec le système SWIFT pour que les Russes ne puissent plus faire des échanges économiques. Ils veulent isoler la Russie, ça va être très difficile parce que la Russie est une énorme puissance, c'est pas un petit territoire, c'est même plus grand que les États-Unis quasiment, mais surtout ils voudraient faire en sorte que les Russes soient étouffés par des mouvements un peu plus ou moins insurrectionnels à l'intérieur des frontières ou une sorte de fragmentation de l'ex-empire soviétique qui aujourd'hui s'appelle l'Union soviétique, enfin la Russie, la Fédération de Russie. Donc les Russes sont inquiets, ils ont raison de l'être. Ils comprennent parfaitement qu'en face d'eux, ils n'ont pas des gens de parole, ce sont des gens qui ne respectent pas leur signature et leur engagement, et surtout, ils comprennent parfaitement que l'OTAN reste toujours présente, alors que la Russie n'a toujours pas reconstitué une alliance militaire pour contrer l'OTAN. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quand est-ce que la Russie va reconstituer cette alliance pour en finir avec cette offensive de l'OTAN? Merci à vous, Gamal Abina. Michael Garmondi, je sors bien sûr avec vous sur cette question. Il y a dans ce conflit la Russie, il y a l'OTAN et individuellement, il y a les États-Unis. Alors, est-ce qu'il y a une menace géopolitique? Vous savez, l'OTAN, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis qui considèrent l'OTAN comme une propriété personnelle. Et d'ailleurs, pour rejoindre ce qu'a dit notre collègue Madame Oznur-Sirene, c'est que effectivement, pour moi, je l'ai dit depuis plusieurs années, la Turquie est très probablement le seul pays membre de l'OTAN qui est véritablement un pays souverain et indépendant. C'est le seul pays qui, tout en étant membre de l'OTAN, c'est historique, ça date quand même d'un bon moment, c'est un pays qui a la capacité de faire des choix souverains, indépendants, et c'est pour ça qu'effectivement, la Russie et la Turquie, tout en ayant des divergences sur certains dossiers, mais aussi beaucoup de convergences, et je pense quand même plus de convergences que de divergences, partagent une relation stratégique. Maintenant, pour revenir à la partie aux États-Unis, c'est que bien sûr les États-Unis ont cette volonté de dominer l'espace européen, et ils le réussissent, mis à part la Turquie dans l'OTAN qui a sa propre politique indépendante et souveraine, et les autres pays, pratiquement tous d'entre eux d'ailleurs, ils suivent les prérogatives washingtoniennes, ils participent activement à cette campagne russophobe qui est menée depuis de longues années, et effectivement, ils ne respectent pas leurs engagements. On se rappelle, Gamal Abina a bien fait de rappeler l'historique, et effectivement, toutes ces promesses, toutes ces garanties qui ont été données, elles ne valent absolument rien. Et d'ailleurs, M. Laporte récemment, il l'a dit, nous n'avons plus confiance en vous, et c'est pour ça qu'on demande des garanties. On n'a pas confiance en l'OTAN. Vous pouvez donner toutes sortes de promesses, ça ne vaut rien. Et d'ailleurs, le dernier président soviétique, Mikhail Gorbatchev, il l'a dit explicitement plusieurs fois. Il avait reçu des promesses de la part des États-Unis et des pays occidentaux qu'il n'y aura pas un élargissement vers l'Est. Mais voilà ce que ça a donné. Aujourd'hui, le chef de l'OTAN, Stoltenberg, prétend qu'il n'y avait pas eu ces promesses. Ben oui, parce qu'il n'y a rien eu de signé. Et ça, c'est aussi l'erreur de Mikhail Gorbatchev. Peut-être qu'il l'a fait c'était de la naïveté involontaire, mais le fait est que c'est aussi il porte une part de responsabilité dans cette situation. Mais le fait est que, pour être franc avec vous, même s'il y aurait eu des garanties écrites, personnellement, je ne pense pas qu'ils auraient été respectés. On peut voir dans tellement de pays, à tellement d'endroits du monde, qu'est-ce que ces garanties occidentales, de l'establishment occidental, ont finalement pu apporter aux pays concernés. Absolument rien du tout. On l'a vu au Moyen-Orient, on le voit en Eurasie, on le voit en Afrique, on le voit en Amérique latine. Et d'ailleurs, tout à l'heure, M. Perimoni et M. Abina ont parlé, de l'Ukraine, ont abordé la question ukrainienne. Effectivement, l'exemple de ce qui est arrivé avec le président Viktor Yanukovych est très révélateur. Il avait reçu des garanties de la part des hauts diplomates occidentaux, et pourtant, le lendemain, il y a le coup d'État aboutit, ils applaudissent ces mêmes gens qui ont donné des garanties officielles cette fois-ci. Donc finalement, effectivement, pour moi, toutes ces garanties, toutes ces promesses de la part de l'Occident ne représentent absolument rien. Je pense que les tensions vont se maintenir, mais il y a un point très important que j'aimerais ajouter en ce qui concerne la suite. C'est une question qui revient souvent maintenant. Je pense qu'il est très important pour mon pays, la Russie, de ne plus seulement créer parce que nous avons déjà un arsenal de dissuasion très important qui est en Europe, ça c'est une évidence. Et finalement, ça inquiète l'Europe, mais ça n'inquiète pas plus que ça les États-Unis, parce qu'eux, ils sont très loin. En quoi ils seraient inquiets? Parce qu'en cas évidemment, on espère tous que cela n'aura pas lieu, mais en cas d'un conflit majeur, c'est les Européens qui vont être touchés par
la riposte russe. Les États-Unis, eux, sont loin. Et donc je pense qu'il est très important aujourd'hui pour la Russie d'augmenter sa présence militaire au sein des pays alliés d'Amérique latine. On peut citer plusieurs, on peut citer Cuba, le Nicaragua, le Venezuela, la Bolivie, peut-être, bon, le Mexique peut-être pas tout de suite, mais peut-être que ça va venir. Le fait est que je pense que les Américains vont regarder tout ça d'une façon très différente à partir du moment qu'ils verront près de leur frontière une présence militaire importante de la part d'un de leurs principaux adversaires, comme ils le considèrent. D'ailleurs, cette question a été posée récemment aux responsables américains. Si jamais la Russie va élargir sa présence en Amérique latine, quelle serait la réaction états-unienne? Il a dit c'est inacceptable, on va immédiatement réagir. Donc vous voyez la réaction. Du moment qu'ils verront une présence des adversaires géopolitiques se créer aux frontières états-uniennes, c'est inacceptable, on va prendre des mesures immédiates. Mais quand eux, effectivement, placent des missiles, des armements d'attaque aux frontières russes à quelques minutes de vol, ça, évidemment, non, écoutez, c'est pour soi-disant protéger la sécurité européenne. Donc il faut arrêter avec ça, c'est tout à fait évident qu'on comprend parfaitement qu'ils essaient de nous duper, sauf qu'ils n'arrivent plus à le faire. Mais le fait est que je pense que l'option de l'Amérique latine est effectivement une option qu'il faut activement considérer. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, les États-Unis verront les choses très différemment. Et d'ailleurs, je vais finir par ça, quand ils ont posé cette même question à Sergei Lepkov, qui était justement le représentant de la Russie au dernier pourparlers avec les États-Unis et l'OTAN, ils lui ont posé également cette question, est-ce que la Russie entrevoit d'augmenter sa présence en Amérique latine? Il n'a pas confirmé, il n'a pas infirmé. Il a dit, dans la situation actuelle, tout reste possible. Donc j'espère que ce sera possible. Merci à vous, Michael Garmondi. On referme donc également cette autre thématique. On va prendre la transition pour aborder la dernière partie de cette émission. Eh bien voilà, c'est l'actualité géopolitique et on recommence avec vous justement, Michael. Le Mali qui accuse la France de violer son espace aérien avec ses avions militaires. On a vu il y a quelques jours seulement ce communiqué du gouvernement de la transition malienne. Tout a été clair, tout a été dit. Alors Michael Garmondi, on revient avec vous justement sur cette question. Je pense que c'est effectivement, on voit bien que c'est une nouvelle tentative d'intimidation, c'est-à-dire que quand l'espace aérien malien est violé de cette façon, c'est effectivement un message de dire que voilà, vous ne voulez pas céder, vous ne voulez pas fléchir. Dans ce cas, soyez prêts à toutes les options, y compris à l'option militaire. Je pense qu'il y a quand même une différence très importante au vu de ce qui pouvait se passer dans le passé et aujourd'hui, c'est que l'establishment hexagonal n'est plus en capacité de faire comme il pouvait le faire à différents endroits africains, créer des rébellions, faire tomber des gouvernements légitimes, bombarder des palais présidentiels. Aujourd'hui, il voit parfaitement qu'au Mali, ce schéma n'est pas possible, n'est pas applicable, parce que le peuple est, dans l'écrasante majorité, fortement mobilisé, prêt à en découdre, et aussi parce que le Mali, aujourd'hui, a des alliés internationaux qui sont puissants et qui peuvent riposter à ces attaques. Mais le fait est que cette situation avec la violation de l'espace aérien est très révélatrice du schéma que le système de la France-Afrique veut maintenir vis-à-vis de ses anciennes colonies. Aujourd'hui, le fait que les Maliens soient capables de choisir eux-mêmes leur destinée, de choisir leurs partenaires tout simplement d'assumer pleinement leur souveraineté, c'est inacceptable pour l'establishment néocolonial occidental, c'est tout à fait évident. Mais quand on voit aussi la détermination avec laquelle répond aujourd'hui le leadership malien, et le fait que le Mali ait mentionné cette question au plus haut niveau et condamné et a dit que cela ne doit pas se répéter, ça démontre encore une fois que le leadership malien est véritablement dans une optique souverainiste, patriotique, panafricaine, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui le Mali est en position de force. Malgré toute la propagande qu'on peut lire dans les médias, dit entre guillemets du mainstream, même si je pense qu'ils sont de moins en moins mainstream, mais le fait est que malgré tout ce qu'on peut lire aujourd'hui dans les médias occidentaux sur le fait que le Mali est isolé, la réalité c'est qu'au contraire le Mali, je pense, est plus que jamais en position de force. Je pense que le cas du Mali, comme dans le passé celui de la République centrafricaine, va devenir, et est en train de devenir, on le voit déjà, très inspirant pour d'autres nations africaines, et l'effet domino de la chute d'influence de l'establishment atlantiste occidental va se poursuivre, je n'ai pas le moindre doute. Si ceux qui pensent que le Mali sera la dernière étape, ils se trompent fortement. Je pense qu'au vu des sentiments qui règnent aujourd'hui au sein d'une large partie de l'opinion publique de la société civile africaine,
cet effet domino va se poursuivre, j'en ai pas le moindre doute là-dessus. Michael, selon vous, que faisaient donc ces avions militaires sur l'espace, dans l'espace aérien malien? Il s'agissait, d'autres ont parlé de missions d'espionnage. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, c'est tout à fait possible, mais disons que les espions, c'est pas ce qui manque. Ils ont toujours une présence armée au Mali, donc ils espionnent déjà dans tous les cas. Moi, je pense que c'est quand même beaucoup plus de l'intimidation. De l'intimidation, surtout que la France est déjà en difficulté, sachant que l'Algérie a fermé l'espace aérien aux avions de l'opération Barkhane, de l'opération Barkhane. C'était vraiment un coup très dur pour l'establishment hexagonal. Ils ont essayé après cela d'atténuer les tensions, de normaliser, mais l'Algérie est restée ferme. L'Algérie n'a pas fléchi. Et maintenant, ils comprennent que bientôt, ce sera la même chose au Mali. Ils ont encore une présence armée au Mali, mais ils comprennent parfaitement qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire tout et n'importe quoi. Parce que de un, il y a un leadership qui est déterminé, patriotique et prêt à défendre les intérêts de la nation. Il y a un peuple qui est prêt à soutenir les autorités et à défendre la dignité nationale. Et il y a des alliés internationaux qui sont prêts à apporter le soutien nécessaire, aussi bien des alliés africains, régionaux, que des alliés internationaux, parmi lesquels la Russie, la Chine, mais aussi d'autres nations, l'Iran, la Turquie et un certain nombre d'autres pays. Donc la France et plus généralement l'establishment occidental le comprend parfaitement. Donc moi je vois cela uniquement dans un cadre d'intimidation parce que les gesticulations, les menaces qu'ils ont proférées à l'encontre du Mali n'ont rien donné. Donc maintenant on essaie de montrer les muscles, mais je ne pense pas que cela va impressionner d'une quelconque façon les autorités et le peuple malien de façon générale. Vous, Michael Garmondi. Je poursuis donc avec Madame Osnur Siren. La Turquie, un nouveau partenaire qui compte pour l'Afrique. Il faut le dire, hein, c'est une question qui fait beaucoup débat, Madame. Il y a beaucoup de débats autour justement de ce partenaire de la Turquie qui se veut un partenaire pour l'Afrique. Beaucoup ne sont pas d'accord et estiment que la Turquie pourrait être un cheval de Troie de certaines puissances précisément américaines, même si d'autres estiment que la Turquie justement pourrait être un grand allié de l'Afrique. Alors, je vais essayer d'expliquer tout ça. Tout d'abord, je vais vous montrer pourquoi la Turquie n'est pas un cheval de Troie des États-Unis. En effet, actuellement, on voit bien que la Turquie, c'est un partenaire qui compte de plus en plus pour l'Afrique. Et quand vous lisez, par exemple, la presse étrangère qui s'intéresse plus particulièrement à ce sujet, on voit que la presse étrangère considère la Turquie comme la puissance montante en Afrique. D'ailleurs, selon un sondage publié par Africa Leads en 2021, on a vu que l'image de la France se dégrade alors que l'image de la Turquie et du Qatar, des Émirats arabes unis, s'améliore auprès de l'opinion publique africaine. Et d'ailleurs, il y a eu très récemment le 3e sommet Turquie-Afrique-Istanbul. Et malgré les conditions de la pandémie, il y a eu une très forte participation de la part des pays africains avec une vingtaine de chefs d'État qui se sont rendus à Istanbul. Donc tout ça, ça prouve que la Turquie compte vraiment pour les pays africains. Donc d'où vient cet intérêt? C'est ça qui nous intéresse. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Et tout d'abord, en fait, bien évidemment, cette question trouve des explications d'ordre culturel, religieux, historique, et économique, mais aussi aujourd'hui militaire. Mais avant toute chose, ce que la Turquie a réussi sur le continent africain, c'est que contrairement à l'approche post-colonialiste et impérialiste d'autres pays, la Turquie a développé une approche très humaine, très égale avec les pays et peuples africains. Et donc, elle a su développer avec intelligence un partenariat gagnant-gagnant qui a pu être bénéfique pour toutes les parties. On parle de plus en plus de soft power turc, parce que, par exemple, la Turquie est actuellement le pays le plus généreux du monde, c'est-à-dire par rapport à son PIB, c'est le pays qui fait le plus d'aide humanitaire au monde. Et on voit très clairement qu'en Afrique, la Turquie fait beaucoup d'aide humanitaire, beaucoup d'aide au développement. Il y a différents organismes turcs comme la TİKA, l'Agence de coopération et de coordination turque, la FAD, mais aussi le croissant rouge turc. D'ailleurs, lors du sommet, le président turc s'est engagé à envoyer 15 millions de doses du vaccin anti-Covid made in Turkey, ça s'appelle Turcovac, au peuple africain.
Et en dehors de ça, bien évidemment, il y a d'autres relais du soft power, comme par exemple des bourses qui sont octroyées aux étudiants africains pour qu'ils viennent étudier en Turquie. Mais aussi, au-delà de tout ça, le président turc Recep Tayyip Erdoğan, il représente en lui-même une sorte de modèle d'espoir et d'émancipation pour les peuples africains parce qu'il exprime partout sur toutes les plateformes que le monde est plus grand que 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dénonce le système onusien, le système international dans lequel les pays africains ne sont pas représentés. D'ailleurs, il vient de publier un livre qui s'appelle « Il est possible de construire un monde plus juste » pour dénoncer encore une fois les injustices vécues par les pays, plus particulièrement par les pays africains. Donc, du coup, sa personnalité qui dénonce ces injustices, qui fait beaucoup pour l'aide humanitaire, ça fait un écho auprès des peuples africains. Je voudrais d'ailleurs donner quelques chiffres et informations pour vous montrer aussi l'intérêt croissant de la Turquie pour le continent africain. Donc, la politique d'ouverture de la Turquie vers le continent africain, ça commence déjà en 98, mais ça devient effectif en 2002, lorsque le Parti de la justice et du développement au pouvoir prend le pouvoir en Turquie. Et donc, en 2005, en Turquie, c'est l'année de l'Afrique qui a été déclarée. Et la même année, la Turquie obtient le statut d'observateur à l'Union africaine. Et en 2008, elle devient déjà le partenaire privilégié, le partenaire stratégique de l'Afrique. Et de 2002 jusqu'en 2021, donc jusqu'à nos jours, le nombre d'ambassades turques est passé de 12 à 43. Et en dehors de ça, la compagnie aérienne turque, Turkish Airlines, c'est l'une des compagnies qui dessert le plus de destinations africaines au monde. Donc même ça, c'est très important pour créer des liens entre la Turquie et les pays africains. Et au niveau commercial, le volume commercial entre la Turquie et les pays africains est passé de 5 milliards de dollars à peu près en 2003 jusqu'à 25 milliards de dollars en 2021. Et l'objectif du président turc est de doubler ce chiffre jusqu'en 2026. Donc tous ces chiffres, ça nous montre que le continent africain compte vraiment beaucoup actuellement pour la Turquie. Bien évidemment, donc il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, donc la Turquie est en Afrique juste pour ses intérêts. C'est faux. Comme je vous ai dit, il y a en fait, c'est vraiment cette question d'injustice. La Turquie aussi, elle l'a vécu. Après la chute de l'Empire ottoman, elle a vécu en fait cette injustice. Donc du coup, elle est très sensible à ces questions. Et le président Erdoğan, il parle de ça en fait sur toutes les plateformes. Il dit partout que le monde est plus grand que 5. Il parle partout des injustices vécues par les pays africains. Donc c'est vraiment, ça montre déjà que la Turquie a une approche complètement différente par rapport aux pays occidentaux et par rapport aux États-Unis. Donc on est d'ailleurs en fait ce cliché de dire que la Turquie est dans l'OTAN et est proche des États-Unis. Donc du coup elle défend les intérêts des États-Unis. C'est complètement faux parce qu'actuellement la Turquie vit beaucoup de problèmes avec les États-Unis et même l'OTAN. Et vous savez que, par exemple, M. Macron, il a dit que l'OTAN est un état de mort cérébrale à cause des problèmes vécus avec la Turquie. Donc, on dénonce même actuellement la place de la Turquie dans l'OTAN. Et pareil avec les États-Unis, la Turquie vit aussi pas mal de soucis, surtout après l'achat des F-16 russes par la Turquie. Donc, il y a pas mal de conflits entre les États-Unis et la Turquie aussi. Dernièrement, je voudrais quand même évoquer une autre question, c'est que le soft power turc commence aussi à être complémentaire avec le hard power turc, donc la puissance militaire de la Turquie en Afrique. La Turquie aussi participe beaucoup à ce que les pays africains deviennent indépendants aussi militairement parlant. Et les drones turcs ont eu un grand succès dans différentes régions du monde comme le Haut-Karabakh, la Libye et la Syrie. Donc, après ce succès, les pays africains ont commencé à s'intéresser plus particulièrement aux drones turcs. Actuellement, de nombreux pays comme le Maroc, la Tunisie et l'Éthiopie qui ont acheté ces drones. Mais il y a aussi d'autres pays comme le Niger, apparemment, qui sont intéressés pour acheter ces drones. Et avec l'utilisation de ces drones, par exemple, en Éthiopie, on voit quand même le changement, le basculement du conflit face aux rebelles tigréens. Donc, du coup, la Turquie influence aussi le continent africain au niveau sécuritaire. Elle permet petit à petit à ces pays d'être indépendants aussi militairement et sur le plan sécuritaire. Donc, du coup, on voit vraiment une influence positive de la Turquie dans ces pays, que ce soit avec son soft power, avec l'aide humanitaire qu'elle octroie aux différents pays africains, mais aussi avec justement cette aide stratégique dans le domaine militaire qui permet aux pays africains de s'imposer, de
de gagner leur souveraineté indépendamment des pays occidentaux. Et voilà. Voilà, merci à vous, madame. Je poursuis donc avec vous cette fois-ci, Sébastien Périmoni, pour l'autre actualité géopolitique. On va en Éthiopie avec vous, Sébastien. L'évolution, on parle de l'évolution pour le conflit avec, après le repli des rebelles. On a suivi ce conflit durant toute ces dernières semaines avec la descente sur le terrain du Premier ministre Abiy Ahmed, le repli justement des rebelles. Qu'en est-il aujourd'hui? On entend plus vraiment beaucoup parler justement de ce conflit. Qu'en est-il aujourd'hui? Déjà, je vais rebondir sur ce que vient de dire Madame Osnur par rapport à l'influence turque de plus en plus, le soft power turc en Afrique. Je pense que moi, je vois le monde avec les yeux du futur, c'est-à-dire qu'il faut remplacer dans l'avenir les TB2 de la société Bayraktar, si je prononce bien, donc les fameux drones, par les tracteurs Bazak 5120. Vous savez, les tracteurs turcs ont été d'ailleurs officiellement validés par la Commission européenne. C'est-à-dire que, évidemment, il y a toute cette logique sécuritaire. Aujourd'hui, on tend de plus en plus vers un cessez-le-feu. Du moins, il y a encore des bombardements. On sait avec certains drones turcs en particulier. Il y a encore des zones de tension et des accidents qui se déroule en Éthiopie, mais on peut dire que le conflit, et d'ailleurs le président éthiopien a appelé d'ailleurs à une réconciliation nationale. Donc on est vers la fin de ce conflit. On en parle un petit peu moins, même si la tension est en train d'être un petit peu repoussée par en particulier le président des Nations Unies, qui a dit oh là là, c'est la pire crise humanitaire que connaît actuellement cette région de l'Afrique. Ce que fait le président n'est pas bien, il y a des famines qui se développent, il faut tout de suite permettre des corridors humanitaires. On sait que la plupart des corridors humanitaires sont souvent malheureusement utilisés pour alimenter aussi les conflits. Donc bon, il y a une tension qui est en train de renaître un petit peu d'après ce que j'ai pu voir, mais on tend quand même vers une réconciliation nationale. En tout cas, il faut la souhaiter, et justement que la politique des drones soit petit à petit remplacée par la politique des tracteurs, parce que l'Éthiopie était un modèle de développement pour le continent africain avant qu'elle ne soit déstabilisée justement par ce conflit. Rappelons le grand barrage de la Renaissance, rappelons le train Djibouti-Addis Abeba, la paix avec l'Érythrée, les développements de zones industrielles, sa participation à l'initiative Une ceinture, une route de la Chine, ce qu'on appelle plus vulgairement les routes de la soie maritime. Donc il y avait toute une dynamique de développement extraordinaire dans ce pays qui a été réduite quasiment à zéro à cause de ce conflit. Donc c'est une tragédie. Et à un moment donné, si vous voulez, c'est la stratégie de l'Occident, c'est la division, la guerre permanente. C'est la stratégie du chaos et de la division permanente. Et je pense qu'aujourd'hui, l'heure est venue à cette réconciliation nationale. L'heure est venue justement d'éviter que la région du nord de l'Éthiopie plonge dans une famine qui, à coup sûr, ne pourra être que utilisée, instrumentalisée par les puissances occidentales pour réalimenter le conflit. Et donc, aujourd'hui, dans cette réconciliation nationale, soit immédiatement lancé un plan pour justement régler les problèmes de malnutrition, d'insécurité alimentaire dans la région. Et c'est ça qui permettra, selon moi, comme pour le cas du Mali dont je parlais tout à l'heure, la sécurité alimentaire, le développement du peuple par le peuple et avec le peuple, des infrastructures et une renaissance industrielle qui mettront réellement fin à ce conflit et permettront à l'Éthiopie de redevenir quelque part un modèle de développement industriel et infrastructurel pour le reste du continent. En Périmoni, je pense qu'on va terminer avec vous, Gamal Abina. La Corée du Nord dit avoir testé un missile hypersonique en présence de Kim Jong-un. Quelle est l'importance et l'intérêt d'une telle opération? Alors, la Corée du Nord, je fais un rappel historique très rapide parce qu'il est essentiel de rappeler qui se sent assiégé, qui a été agressé, qui a été quasiment éradiqué, c'est la Corée du Nord. Il y a une guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord qui a duré quelques années, dans les années 50 jusqu'en 53, et qui a
conduit à quasiment l'élimination d'un million de Chinois, excusez-moi, presque 2 millions de Coréens. Ça a été un massacre de masse sans précédent et c'est là où on comprend la logique aujourd'hui coréenne, nord-coréenne, la division d'un territoire en deux avec une ligne de démarcation surarmée, avec la mise en avant de puissances militaires considérables pour soutenir la Corée du Sud et surtout avec une occupation permanente, car malheureusement, les États-Unis, lorsqu'ils sont en guerre, continue toujours à conserver une base militaire et une occupation d'un territoire. Je prends l'exemple de la Chine, l'exemple du Japon, l'exemple de l'Allemagne, où les Américains occupent encore le territoire. Tous les pays dans lesquels les Américains ont fait une guerre, l'Irak récemment, l'Afghanistan, même si c'est un échec, chaque fois que les Américains font une guerre dans un pays, ils gardent une base dans ce pays. Et donc la Corée du Nord est en danger, et elle se sent en danger pour plusieurs raisons. D'abord parce que la Corée du Nord fait la guerre à personne. N'agresse personne, n'influence personne. C'est un pays qui vit totalement en autarcie, qui vit isolé. On appelle ça le dernier pays marxiste, peut-être extrême, un peu marxiste-léniniste de la région. C'est un pays qui a des dirigeants, ça fait 3 dirigeants de suite, de père en fils. C'est presque une sorte de royaume coréen, avec Kim Il-sung, Kim Jong-il, toute la série des Kim qui se sont succédés. Et surtout, c'est un pays qui est toujours inquiété par les États-Unis, qui passe en train de le provoquer. Alors, il y a une tentative de rapprochement avec Trump, qui a pour la première fois, c'est une première américaine, accepté de rencontrer les dirigeants nord-coréens. Mais depuis, la relation se dégrade. L'arrivée aux affaires de l'autre, le successeur de Trump, Biden au pouvoir, est une arrivée qui n'est pas de bon augure. C'est un homme qui aime la guerre, c'est un homme qui a soutenu la guerre en Irak en 2003 avec sa covisquière, c'est un homme qui n'a pas de problème à créer des tensions, c'est un homme qui a un budget de 6 milliards de dollars annuel d'armement pour les États-Unis. C'est le plus grand budget de la planète, largement devant les Russes et les Chinois réunis, c'est vous dire. Et c'est un homme qui a besoin de justifier de ses dépenses faramineuses militaires dans des conflits de haute ou basse intensité. Alors, le point de vue de la Corée du Nord, c'est que c'est un pays qui a la bombe atomique, c'est un pays qui a les porteuses, qui a la possibilité de pouvoir porter le feu nucléaire jusqu'au Japon, semble-t-il, avec des missiles maintenant hypersoniques. Ils ont fait la démonstration de la maîtrise de ces missiles parce que les Nord-Coréens sont très très forts sur le plan militaire. Ils sont faibles sur le plan économique civil, mais très forts sur le plan militaire. Et les Nord-Coréens ont fait aussi le test d'un missile porté par un sous-marin. Ça veut dire que les Nord-Coréens pourraient même frapper avec un sous-marin qui partirait un petit peu à l'aventure les États-Unis. Donc les Nord-Coréens sont inquiets. Pourquoi? Parce que les États-Unis les ont agressés plusieurs fois, parce que depuis plus de 60 ans maintenant, ils continuent à créer une tension contre un pays qui ne les a jamais agressés. Nous rappelons qu'ils sont chez eux. C'est pas le contraire. Les États-Unis ne sont pas chez eux. Ils occupent le territoire illégalement. Et donc, les Nord-Coréens se sentent tout le temps agressés. Ils ont subi un embargo violent qui les a mis en difficulté et qui a quasiment créé une famine sur le territoire. Ils subissent une permanente propagande contre leurs dirigeants et contre leur population. Et on dépeint le pays comme une sorte de monstruosité post-communiste qui serait le dernier pays, effectivement, extrême de la région. Donc, la guerre contre la Corée du Nord, ou cette situation de guerre permanente, parce qu'il n'y a pas de paix entre les États-Unis et la Corée du Nord, est entretenue par les États-Unis pour garder des soldats dans la région. C'est la seule raison pour laquelle ils craignent cette tension. La Corée du Nord, qui n'a jamais agressé aucun pays dans la planète et qui a été agressée historiquement par le Japon, rappelons l'expansion du Japon dans les années 30 et 40, la Corée du Nord a toujours été un pays qui s'est senti assiégé, en difficulté, et la Corée du Nord aujourd'hui est toujours sur la menace du feu nucléaire américain. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi ils ont développé ces missiles hypersoniques. C'est pour dire aux États-Unis, si vous nous portez problème, si vous voulez à nouveau réactiver ce conflit que vous aviez déjà activé dans les années 50, eh bien, vous le regretteriez de façon illimitée puisque nous frapperions votre territoire. C'est ça le message envoyé par les Nord-Coréens. En substance, ils cherchent à sanctuariser le territoire, ils cherchent à se mettre à l'abri d'une nouvelle agression américaine. Ils savent qui sont les Américains. Ils connaissent leur méthode durant la guerre froide, ils savent qu'ils sont capables d'aller très loin, ils savent aussi que les États-Unis ont perdu la guerre en Corée en 1953, que c'est une humiliation supplémentaire et que les Américains ont encore très mal vécu cette défaite en Corée. Je rappelle que les États-Unis avaient gagné contre le Japon quelques années auparavant. Et ils savent aussi que les États-Unis sont un pays, je parle des dirigeants, très racistes. Ils ont une vision de l'Asiatique qui est une vision méprisante, on l'observe tout le temps et à chaque fois, à la guerre contre le Japon, contre la Corée, contre le Vietnam. C'est toujours la même vision racialisante qui s'inscrit dans la logique américaine, une vision impériale, dominante et une vision effectivement extrêmement dangereuse pour la région. Donc les Nord-Coréens ont décidé de s'équiper de haute technologie parce qu'ils ont encore le soutien à la Chine, fort heureusement pour eux, c'est le seul pays qui le soutient quasiment, mais surtout, ils se sentent toujours en situation d'assiégé. La Corée du Nord est un des rares pays de la planète qui reste encore divisé en deux, à cause de cette guerre froide qui n'en finit pas là-bas.
La guerre froide ne s'est pas achevée en Corée du Nord. C'est le seul pays qui a résisté à ce vent monumental de, entre guillemets, liberté qui a frappé l'Europe centrale et l'Afrique et l'Asie par rapport à la chute du communisme. C'est le seul pays qui a gardé ses principes marxistes-léninistes et c'est le seul pays qui continue à résister de façon bec et ongle aux États-Unis et au système international. Ils ne répondent pas aux ordres de l'ONU, ils ne répondent pas aux États-Unis bien évidemment et considèrent toujours une alliance stratégique avec la Chine comme étant la seule alliance qui leur garantit une sécurité par ailleurs. Donc les Nord-Coréens ont décidé de s'équiper de moyens de défense parce qu'ils sont assiégés. Ces moyens de démonstration, on n'a pas cru qu'ils avaient la bombe atomique, maintenant on sait qu'ils ont la bombe atomique. Ces moyens sont juste destinés à se défendre et non pas agresser. Je rappelle, et pour prendre un rapport entre deux pays qui se ressemblent, la Corée du Nord, tout comme l'Iran, n'ont jamais agressé personne. C'est très important de le rappeler. Ceux qui sont en position offensive, c'est toujours les États-Unis, qui passent leur temps à agresser et qui se positionnent comme des gens qui se défendent à 10 ou 20 ou 30 000 kilomètres quasiment de leurs frontières pour certains pays les plus extrêmes. Donc la Corée du Nord développe ses systèmes de défense pour des raisons de sécurité que vous comprenez parfaitement et il ne faut pas se voiler la face. Les Nord-Coréens ne sont pas les agresseurs, ils sont encore une fois les agressés. Merci à vous, Gamal Abina. Et on va sortir de cette émission avec cette nouvelle triste. L'ancien président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, est donc décédé ce dimanche à son domicile, selon les informations que nous venons de recevoir. Vous le savez, il avait été élu donc en septembre 2013 et renversé justement par les militaires en août 2020. Il s'est donc éteint il y a seulement quelques heures, on va le dire. Donc, on y reviendra certainement dans nos prochaines éditions. En tout cas, merci à vous, mesdames et messieurs. Merci à vous, chers invités, Madame Oznur Sirémé, Gamal Abina. Merci également à Michael Garmondi et Sébastien Périmoni. Et bien sûr à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. C'est la fin de cette édition de Géopolitique Internationale. À très bientôt.